Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Cela ne vous a peut-être pas échappé, la WWDC d'Apple, la conférence pour les développeurs, a eu lieu il y a quelques jours et nous avons eu droit à plus d'1h45 d'annonces logicielles. Un événement sans produit mais beaucoup de choses intéressantes, on va en discuter avec Abdel Amrani dans ce podcast. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien et toi ? Ça va super. On a pas mal de trucs à discuter aujourd'hui, parce que comme je disais dans l'intro, il y a quelques jours, il y a eu la WWDC d'Apple, donc la conférence développeur. Et c'est toi qui m'a direct écrit après la conférence. On en parle dans le prochain podcast. J'avoue, c'est quand même un rendez-vous assez important chaque année. On va en parler, là, un peu de déception quand même par rapport à ce qui était annoncé. Mais... Simplement déjà, juste pour préciser pour tout le monde, la WWDC d'Apple, c'est chaque année à peu près à la même période, des mois de juin à peu près. Et c'est essentiellement, en général, des annonces logicielles, les futures mises à jour qui vont arriver sur les produits dans le reste de l'année, sur tous les produits, que ce soit Mac, iPhone, iPad, etc. Et parfois, on pouvait avoir des petites surprises avec des produits qui étaient annoncés, mais c'était vraiment pas très régulier. Et bon, là, cette année, pas de produits, pas du tout de hardware, comme on dit. C'était un peu une surprise pour toi ? Bah, honnêtement, moi je savais pas. Moi j'écoutais un peu ce que les spécialistes prédisaient par rapport aux annonces. Donc tout le monde parlait de ce nouveau MacBook Pro qui aurait la nouvelle puce, soit la M1, soit la nouvelle génération M1X ou M2 ou M2 comme les gens, chacun l'appelait comme il voulait. Il y avait aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait aussi les annonces des AirPods 3 ou les AirPods Pro 2. Bon, il y a des spécialistes normalement qui se trompent pas, que là ils se sont clairement plantés. Donc, ça aurait été l'anniversaire en fait de l'annonce de la puce M1. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une nouvelle génération. C'est vrai que ça a été déployé un peu plus tard dans l'année, mais comme d'habitude, quand il y a des changements, ils l'annoncent. Ça veut juste dire que soit ils veulent garder ça secret et puis ils veulent pas en parler, soit ils sont pas très confiants sur ce qui travaille en ce moment et puis c'est pas prêt et puis ils veulent attendre que ce soit prêt pour l'annoncer. D'ailleurs, en termes de keynote, ils n'ont jamais fait autant de keynote depuis l'été dernier. Ouais. Donc ils se régalent d'ailleurs sur la réalisation. Je sais pas si t'as regardé en entier, mais c'est juste trop stylé. Toutes leurs transitions, tous leurs plans, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus beau en termes de réalisation que ce qu'on avait droit avant en présentiel. Mais bon, moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est les annonces, c'est quoi qui a été annoncé, et puis le comment est facultatif. Ouais. Après, moi, ça, je suis assez sensible à ça quand même, parce que j'aime bien tout ce qui est vidéo, évidemment, et je trouve que Apple a toujours le souci du détail. Dans la moindre image, tu sens que c'est calculé, c'est précis, c'est beau. Enfin, dans l'ensemble, je trouve ça beau, donc c'est assez beau à voir finalement ce genre de conférence. On s'ennuie pas, il y a pas mal de changements de plans, de décors, d'animation et tout. Des caméos. J'ai trouvé ça plaisant, ouais, aussi. Et c'était 1h45, c'était assez... Enfin, moi j'ai trouvé ça très long, mais avec toutes ces annonces, tous ces plans, etc. Je trouve ça assez cool et ça s'est passé relativement vite finalement. On va rentrer directement dans le vif du sujet quand même. Les annonces, il y en a eu énormément. Par quoi tu veux commencer ? Bon, on va commencer par la catégorie reine, mais on va essayer de lister un peu tout ce qui a été annoncé, mais on va plus s'attarder sur ceux les annonces qui nous intéressent ou qui valent qu'on passe plus de temps là-dessus. Donc, en termes d'iOS, donc là, en fait, ils ont commencé direct avec FaceTime, les nouvelles fonctionnalités. Alors, je précise juste, ça sera iOS 15. On parle de la future mise à jour iOS 15. Ouais, qui est déjà disponible pour les développeurs depuis hier et qui va être disponible en bêta, je pense, en juillet, avant déploiement final, general release pour tout le monde, je pense en septembre ou en octobre avec les annonces des nouveaux iPhones.
Donc là, pour FaceTime, du coup, quelque chose, je pense que moi, je m'y attendais pas personnellement, mais on voit bien qu'ils veulent un peu réduire le gap qu'il y a avec les autres applications de voix IP comme Zoom, comme Webex, Teams, ainsi de suite, en annonçant justement la possibilité maintenant via FaceTime de faire des meetings avec des liens que tu peux partager à travers le calendrier ou envoyer par message. Nous, d'ailleurs, pour ce podcast, on utilise FaceTime. On a déjà utilisé Zoom par le passé. On utilise FaceTime aujourd'hui. Ça va être cool quand même qu'on puisse organiser un truc récurrent, puis s'envoyer une invitation, puis l'avoir directement sans que le premier qui se connecte sur FaceTime appelle l'autre. Donc, je sais pas comment toi tu trouves cette annonce, la possibilité de créer des meetings et tout. Est-ce que... En fait, c'est pas forcément quelque chose que j'attendais spécialement. J'avais pas forcément pensé et pour moi, FaceTime, c'était ni plus ni moins qu'un appel visio, comme je passe un coup de téléphone, sauf qu'on se voit en même temps. Il y avait pas de... C'est pas quelque chose où je me disais ça va être un endroit où je vais faire des meetings, des rendez-vous, etc. Là, bon, on a la possibilité, tant mieux. Il faut préciser aussi que c'est ouvert non seulement aux gens qui ont des appareils Apple, mais aussi aux autres, puisque un lien FaceTime que tu vas envoyer à quelqu'un qui n'a pas d'appareil Apple peut l'ouvrir dans un navigateur web. Donc, tu as un PC, tu peux l'ouvrir dans ton navigateur et participer à la réunion sur FaceTime comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, il ne ferme pas l'utilisation de FaceTime qu'aux utilisateurs Apple. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et ça, bon, pour moi, ça concurrence directement du Zoom maintenant, au final. C'est ça qui est assez fou. Et ils ont ajouté pas mal de petites options à l'intérieur aussi, notamment au niveau du micro, de la qualité du micro. Ouais, le son spatialisé, en fait, c'est ça? C'est comme ça qu'ils appellent ça, ouais. Le Spatial Audio. Ouais. En fait, tu disais que ça va concurrencer Zoom. Je pense qu'ils sont très très loin de concurrencer ce genre d'outils. Ils n'ont pas encore l'expérience et toutes les fonctionnalités que ces software ont aujourd'hui. Donc je pense qu'ils mettent un pied dans justement cette cour, mais ils sont très très loin de faire... Je pense qu'ils sont même très loin de ce que fait Google Meet, qui est le moins bon de tout ça. Donc, ouais, je pense qu'ils veulent le faire, mais ce sera pas... c'est pas avec cet upgrade qu'ils vont réaliser cet upgrade. Ouais. Après, la force d'Apple, c'est quand même... Ils sont toujours dans la simplicité d'utilisation, et c'est peut-être là où ils peuvent gagner du terrain et les gens peuvent switcher de Zoom à du FaceTime plus simple, parce que quand tu es 2-3 personnes, tu n'as pas forcément besoin d'aller sur Zoom, de télécharger l'application qui n'est pas native sur ton téléphone ou sur ta tablette, etc. Là, sur les appareils iOS, c'est déjà dessus. Tu envoies ton lien, tu fais ta petite réunion et c'est réglé. Ça peut être quand même intéressant, même si oui, en effet, c'est pas encore au niveau. Mais je pense que ça peut arriver. Il va manquer juste la partie intégration avec les autres logiciels en fait comment on appelle ça là, qu'on utilise pour le travail, là, les Outlook et tout ça. Donc ça c'est quand même important. Donc les gens en entreprise, je les vois mal utiliser FaceTime. Ils vont l'utiliser pour les appels qu'ils faisaient avant entre collègues, mais ils vont pas remplacer leur outil de visioconférence par FaceTime. Ouais. Oui, après c'est vrai que je suis pas sûr que ça c'est un gros intérêt professionnel. Enfin, je veux dire, dans des entreprises, etc. Mais par contre, je sais pas, pour du perso, tu te fais un appel avec ta famille, tu prévois que tu vas t'appeler avec ta famille, tu mets le lien quelque part et tout le monde se rejoint ou ce genre de truc. Ça peut être l'utilisation perso que j'en vois. Voilà. Ouais. Et puis, comme tu disais, ils ont annoncé des petites fonctionnalités ajoutées à FaceTime, comme le Spatial Audio, où est-ce que maintenant, pour les conversations, pour avoir des conversations plus naturelles, il y a des outils, des algorithmes qui permettent de faire une meilleure isolation, en fait, pour justement distinguer les micros ou les personnes qui parlent, pour justement réduire s'il y a un bruit de fond ou justement... éliminer tous les bruits qu'il y a autour. Mais c'est drôle parce qu'il disait justement rajouter un bruit de fond s'il n'y en a pas pour mettre une ambiance. Ouais, c'était annoncé. Donc il disait que ou si vous voulez rajouter plus de bruit, vous avez cette possibilité-là. Donc on va attendre d'avoir cette version d'iOS 15 pour la tester et voir ce que ça donne. Ouais. Il y avait aussi le partage de contenu. Ça, je pense qu'ils veulent s'approcher un peu des WhatsApp et Messenger, qui sont quand même les applications
les plus utilisés, les plus populaires. Donc, tu peux partager du contenu, tu peux regarder du contenu avec d'autres personnes. Il y avait aussi Apple Music, tu pouvais écouter de la musique en groupe. Enfin, ça, c'est grâce à SharePlay, c'est ça? Ouais, exact. C'est l'option qui te permet donc si tu veux écouter si on veut se lancer une musique en même temps ou se lancer un film en même temps, on utilise SharePlay et le film se lance des deux côtés en synchro et on peut y réagir. Je dis film, ça peut être une vidéo quelconque et on peut y réagir en même temps et ça c'est intéressant. Il y a le partage d'écran aussi tout simplement qui existe maintenant, enfin qui va exister sur FaceTime. Donc ça, c'est des petites améliorations mais qui sont vraiment cool. Il y a aussi la fonctionnalité pour flouter ton arrière-plan en utilisant le mode portrait. Ouais. Pour se centrer vraiment sur la personne qui parle et pas être gêné par tout ce qui peut se passer derrière. Donc ça, c'est aussi intéressant. Avec une nouvelle façon d'organiser justement les participants sur l'écran, comme ça, tu peux voir toutes les personnes qui participent et pas juste la personne qui parle. Donc ça, c'est nouveau. Donc, ils utilisent un système ils appellent ça des tiles, des tuiles en fait, des petits blocs où est-ce qu'on voit les visages des gens. Donc... rien de nouveau encore, mais pour FaceTime, ça, c'était pas quelque chose qui était là avant. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vraiment des petites améliorations, mais ça va rendre l'application plus sympa à utiliser. Et l'un des trucs, moi, que je trouve intéressant avec Apple cette année dans la WWDC, c'est que la majorité de leurs services sont vraiment... en fait, ils ont vraiment pris en compte la situation mondiale, le fait que les gens soient un peu... isolés, chacun de leur côté, qu'il y ait moins de voyages, moins d'interactions sociales tout court. Et ils ont mis l'accent sur ces usages-là, de partager des moments en vidéo avec une meilleure qualité de vidéo et d'audio, de pouvoir partager des contenus, de faire des choses à distance, comme si on était côte à côte. Et c'est ça qui est intéressant. Et ouais, vraiment, on sent que Apple a mis tous ces efforts-là pour... contenter les gens pour remplacer un petit peu le manque d'interaction qu'il y a eu cette dernière année en fait. En fait, on se serait attendu que Apple, qui est une entreprise quand même assez agile, soit encore plus agile puis qu'elle présente ça dans la dernière conférence développeur. Pas cette année là, ils arrivent un an après les Zoom, les Teams, même Microsoft qui sont un gros bloc d'organisation difficile à bouger. Ils ont réussi quand même à transformer Skype et Teams pour faire quelque chose que tout le monde utilise aujourd'hui. Je trouve qu'Apple arrive très tard et arrive avec un set de fonctionnalités qui reste quand même très limité par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc pour du personnel, oui, parce que quand on a un iPhone, ça reste la partie la plus, c'est l'outil le plus intuitif pour rappeler quelqu'un. Mais professionnel, je pense qu'ils sont très très loin et je me demande si c'est vraiment leur objectif d'aller chercher justement les professionnels ou juste rester sur le côté perso. Je pense pas vraiment. Et puis après, Apple est rarement le premier à sortir une fonctionnalité, une technologie. En règle générale, ils attendent souvent un peu plus longtemps pour que leur solution soit presque, on va dire, parfaite ou presque parfaite, qu'elle s'intègre bien avec tout leur environnement. Donc oui, ils ont un peu de retard, mais je pense que la qualité d'utilisation pour les gens sera bien meilleure dès le départ, en fait. Donc c'est dans ce sens-là que je le vois, et c'est... La plupart du temps, c'était ça. Il y a plein d'options qu'Apple a sorties des années en retard. Et on va en parler d'une juste après, c'est Live Text. Ça existe déjà depuis assez longtemps sur d'autres appareils. Et là, je pense que l'utilisation est vraiment nickel et ça marche très bien, tu vois. Ouais, exact. Donc, pour finir avec FaceTime, il y avait l'option en fait Shared You qui permet en fait de partager en fait les messages qui sont partagés ou du contenu qui est partagé à travers les messages, que ce soit dans FaceTime ou dans Message. Ça, ils vont se retrouver dans des sections en fait Shared with You, où est-ce qu'on va trouver par exemple dans Apple Music, il va y avoir la musique qui a été partagée. Dans la partie podcast, s'il y a quelqu'un à partager un podcast avec toi, ça va se retrouver là, comme Safari, News, puis d'autres applications. Je pense TV aussi, je sais pas comment. Si quelqu'un peut-être partage un programme sur TV+, peut-être il se retrouverait sur ta liste. On n'a pas vu vraiment d'image de comment ça s'appliquerait pour TV. Mais en gros, c'est ça, comme tu dis, ils mettent le point sur tous ces outils-là de messages et d'appels personnels qui n'étaient pas très développés par rapport à ce qui était sur le marché. Et si on compare avec les outils de Facebook, que ce soit Messenger, WhatsApp, et ainsi de suite. Donc, voilà.
Ensuite, il y a eu une petite amélioration au niveau des notifications. Ça, on va revenir sur le sujet de la vie privée tout à l'heure, mais je pense que c'est le point essentiel et Apple focus son énergie que sur ça en ce moment. Donc, en termes de notifications, il y a un nouveau système qui permet en fait de créer un sommaire de notifications, donc une nouvelle façon qui va te permettre d'organiser tes notifications, soit par priorité, importance, ou par moment de la journée. Il y a des moments où est-ce que tu sais que tu travailles, donc tu vas peut-être vouloir recevoir juste les notifications du travail. Des moments comme quand tu finis ton travail, tu ne veux pas forcément recevoir ces notifications. Donc, ce qu'ils appellent Focus Mode, c'est une façon d'organiser les notifications. Donc, tu vas choisir des applications que tu vas, par exemple, taguer comme celle-là, j'utilise pour le travail, celle-là, j'utilise pour mon usage personnel. Donc, tu vas créer j'imagine des plages horaires où est-ce que tu sais que tu travailles de 9 à 5 ou 8 à 4 ou peu importe. Et puis, ça va t'éviter de recevoir justement des notifications. Je pense que c'est aussi le fait de regrouper les notifications. Au lieu de tout recevoir d'un seul coup, si tu sais que le soir, le personnel, tu vas recevoir peut-être un bloc de notifications pour tout ce qui s'est passé dans la journée pour ton utilisation personnelle. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, j'utilise beaucoup la fonction ne pas déranger. Souvent, elle est automatique de telle heure à telle heure, enfin surtout la nuit pour pas me déranger. Parfois, pendant les réunions, on me propose automatiquement de mettre en ne pas déranger, mais c'est vrai que c'est juste oui ou non. J'active ou pas les notifications. Il n'y a pas tu choisis telle ou telle appli. Là, ça va être intéressant de pouvoir personnaliser tout ça, c'est clair. Et maintenant, les gens vont savoir que tu es en mode à ne pas déranger. Oui, quand on envoie un message, si je t'envoie un message et que tu es en mode ne pas déranger pour le travail ou autre, je vais le savoir que tu es en ne pas déranger et c'est pour ça que tu ne me réponds pas. Exact. C'est bien ça ? Ouais. Ok. Après ça, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas de mettre cette option ? Parce que c'est un peu... Je sais pas, c'est... Ça me rappelle en fait l'option quand tu lis un message, ça te dit la personne a lu ton message. Ouais, c'est ça. C'est un peu limite, je trouve. Ça dépend. Il y en a qui aiment ça, d'autres pas du tout. Ouais, exact. Moi, je pense pas que c'est le genre de notification genre d'option que je vais utiliser pour mes notifications. Je veux pas que les gens sachent quand je dors ou quand je dors pas ou quand ça me dérange ou pas. Donc, d'ailleurs, l'accusé de réception sur les messages, l'accusé de lecture, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, ça me surprend des fois quand je vois des gens, quand je vois un message, je me dis ça a été lu, ok. Je me demande toujours si ça marche de l'autre côté, genre est-ce qu'on voit aussi si j'ai lu les messages ou pas. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu peux te dire, si la personne t'envoie un message et qu'il n'y a pas cette petite notification qui dit que tu es au travail ou que tu dors ou machin, ça veut dire que tu l'as vu et que tu n'as pas répondu, tu vois, c'est un peu le truc. Moi, j'aime pas forcément trop ce truc-là, tu te sens un peu obligé de répondre dans la minute ou dans les 5 minutes parce que, soi-disant, tu n'as pas... Ou obligé de ne pas lire. Excuse, en fait. Ouais, ou obligé de ne pas lire, en fait. Ça, moi, personnellement, je te le dis direct... je désactiverai cette option, c'est clair et net. Ok, ensuite, moi je passerai un petit peu sur Maps parce que c'est pas l'application déjà que j'utilise beaucoup. Il y a eu des améliorations, etc. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ouais. Si jamais vous voulez voir, je pense qu'il y a sûrement des vidéos qui montrent ça sur Internet, mais en plus, je pense que ils ont mis à jour spécifiquement pour certaines villes dans le monde. Ouais. Et bon, concrètement, en France, il n'y en a pas. Au Canada, il n'y en a pas non plus. Donc, on n'est pas près de le voir, je pense. Maps avait quand même un bon retard sur Google Maps, du coup. Enfin, ça s'appelle Plan en français, d'ailleurs, Maps. Mais voilà, ça, on ne va pas forcément s'étendre là-dessus parce que, clairement, les Français ne vont pas voir beaucoup d'améliorations tout de suite, en tout cas. On peut passer directement. En fait, je parlais de live text tout à l'heure. On va passer dessus maintenant et puis après, on rebasculera sur ce qu'on voulait te dire. Live text, je ne sais pas si tu as vu la démonstration, c'est la reconnaissance de texte sur des photos. Et ensuite, tu peux directement copier-coller le texte qui est sur ta photo et ensuite le réutiliser comme tu le souhaites en fait. Donc, tu peux... tu as un tableau avec des notes manuscrites, tu prends la photo, ça va reconnaître le texte, tu peux le copier-coller dans un document, l'envoyer, etc. Ça, c'est très cool, mais il y a aussi le côté hyper interactif où tu prends en photo un numéro de téléphone ou une adresse, et tu peux directement soit appeler la personne, soit aller dans Maps avec l'adresse, et puis tu as l'itinéraire qui se met directement. Ça existait déjà, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même hyper impressionnant ce truc, je trouve. C'est bien que ça arrive enfin sur l'écosystème
les écosystèmes iOS et iPadOS, parce que franchement, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps dans Google. Et la reconnaissance de texte, c'est une technologie qui date de plusieurs dizaines d'années, là, même plus que ça. Du OCR, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Donc, c'est juste drôle de voir que ça arrive qu'aujourd'hui sur les appareils, sur les iPhones et les iPads. Ce qui est paradoxal avec Apple, c'est que ça a beau arriver 10 ans après, comme il y a un énorme marché avec les gens qui ont des iPhones, etc., c'est là que tout le monde va se rendre compte que c'est cool et que c'est intéressant de l'utiliser, tu vois. J'ai l'impression que même si ça existait sur Android avant, par exemple, ça restait une niche. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui avaient des téléphones Android depuis des années, mais qui ne s'intéressaient pas à cette fonctionnalité. Mais maintenant que c'est sur des iPhones, eh ben là, ça va devenir plus actuel, enfin plus intéressant, et ils vont plus se mettre à l'utiliser. Et ça va démocratiser le truc. Ce sera plus considéré comme un outil geek, mais un outil d'usage de tous les jours. Parce que c'est ça. Avant, ça existait dans d'autres appareils, mais pour les gens, c'était pas quelque chose d'accessible facilement. Aujourd'hui, c'est sur tous les iPhones. L'iPhone est un appareil qui est accessible à tout le monde. Donc, ouais, comme tu dis, ça va devenir encore plus populaire. Et probablement que les gens vont même commencer à l'utiliser même sur leurs appareils Android. Bien sûr, ouais, c'est ça. Le fait que ça soit arrivé sur iOS, ils vont se dire « Ah, mais attends, mais j'avais ça moi en fait sur mon Android, du coup je vais peut-être l'utiliser parce que ça a l'air bien. » C'est ça qui est assez marrant. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui va fonctionner en français parce qu'il y avait plusieurs langues qu'Apple a montré durant la conférence. Il y avait et le 5 français ou 6, faisait partie. Ouais. Donc, il y avait le chinois aussi qui était dedans, etc. Mais en tout cas, le français y est. Donc, dès la mise à jour, vous aurez cette option-là sur vos iPhones. Et je le précise maintenant, mais ce qui est vraiment cool aussi, c'est que la mise à jour iOS 15, elle est encore compatible avec des iPhone 6S qui datent d'il y a plus de 6 ans. Donc ça, c'est quand même cool parce qu'il y a certains constructeurs qui ne permettent pas de faire des mises à jour sur des produits aussi vieux. Parce que dans le monde de la technologie, 6 ans, c'est quand même assez vieux. Donc ça, c'est intéressant de le préciser aussi. Pour LiveText aussi, on mentionnait que tu pouvais faire des recherches par objet, en fait, des objets, des animaux, des livres ou des monuments. Un équivalent de ce qui existe aujourd'hui sur Google Lens, où tu peux scanner une photo ou pointer ton appareil photo vers un objet, puis tu aurais des recherches qui sont reliées à ça. Il y a eu aussi des annonces pour Wallet, en fait, par rapport à au fait qu'on puisse maintenant scanner et sécuriser, parce que scanner, ça, tu peux le faire sur n'importe quelle appli, ou tu peux prendre une photo. C'est de prendre ta pièce d'identité, en fait, c'est pour certains États américains seulement, et je pense qu'ils ont dit que ça a commencé seulement pour le permis de conduire, et les clés d'hôtel, mais qui vont faire ça, par exemple, pour les douanes américaines. Là, il y a des programmes qui permettent en fait d'esquiver les lignes puis passer plus rapidement les douanes, là, TSA Pre-Check. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va arriver. Ça va être cool vraiment pour les aéroports. Moi, j'utilise personnellement ce programme-là. Donc l'avoir sur le téléphone au lieu d'avoir une carte physique, ça serait vraiment cool. Après, on verra si le fait d'avoir son permis de conduire sur un téléphone va nous éviter en fait d'avoir la copie physique sur nous. Mais ils sont toujours dans l'idée de éviter d'avoir des objets physiques sur nous, moins de clés, moins de cartes, moins de pièces d'identité, et tout mettre sur le téléphone. Bah, c'est vrai que moi je trouve ça top. Après on se projette un peu dans le futur, ça sera pas tout de suite et encore moins en France, mais quand je vois qu'on pourrait potentiellement avoir ces clés de voiture en mode carte dans le wallet, dans l'application wallet, ou ces clés de maison directement, moi je trouve ça juste trop bien, et ça t'évite d'emmener trop de trucs avec toi, et t'as juste ton téléphone qui permet de tout faire, et ça reste sécurisé, et tu stresses pas à cause de ça, quoi. J'étais surpris qu'ils annoncent ça parce que c'est quelque chose qui existait déjà pour les hôtels. Moi, ça fait plusieurs années là que j'utilise Wallet. Ou est-ce que quand tu fais ton check-in, comme de la même façon que tu reçois ta carte d'embarquement pour l'avion, bah, tu reçois une carte qui te permet justement d'ouvrir. Si je me trompe pas, les Hilton ils font ça et les Marriott font déjà ça. Bah, après, je sais pas si toutes ces chaînes d'hôtels font ça, mais ça existait déjà. Pour les clés de voiture, je pense que ça existait pour BMW, ça a été déjà annoncé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et puis, il y avait beaucoup de demandes pour que justement les clés pour les Tesla soient aussi sur Wallet. En gros, c'était ça pour Wallet. Des petits changements, rien d'extraordinaire encore une fois. Bah, c'est toujours encore une fois pour, à terme, simplifier
faciliter la vie des gens et de moins s'encombrer avec toutes les clés qu'on peut avoir dans nos poches ou dans nos sacs en général. On va juste avoir son téléphone et ça nous permettra de tout faire, de tout déverrouiller. Donc ça, c'est un bon point quand même. Rapidement, il y a eu aussi l'application météo qui a été refaite. Il y a un nouveau design avec des nouveaux widgets et des métriques plus de métriques météo à afficher sur ces widgets-là avec des animations. Rien d'extraordinaire. Et la partie qui m'intéresse, c'était Spotlight. Donc, il y a eu un changement maintenant où il y a une recherche un peu augmentée, que ce soit dans les photos ou dans les contacts. Moi, j'utilise ça énormément. Je ne vais jamais chercher des trucs en allant fouiller dans les applis une par une. C'est toujours Spotlight le premier geste que je fais. Donc ça va être vraiment cool d'avoir justement les contacts ou de faire des recherches dans les photos. Ouais, c'est vrai que Spotlight, j'utilise aussi énormément, ne serait-ce que pour chercher une application. En général, elles sont dans un fin fond d'un dossier ou dans la page où il y a la bibliothèque d'applications. Je vais juste la chercher dans Spotlight et j'ai pas à passer 3 heures. Pour les contacts aussi, très intéressant. Donc ouais, il y a plein de petites options qui vont rendre la vie plus facile. Il y a des petites améliorations, notamment aussi dans l'application photo. Pareil, hein, ça c'est des trucs qui existaient déjà, mais en gros tu pars en vacances et à la fin de tes vacances, l'application va te proposer une option souvenir avec un pré-montage, enfin un montage déjà tout fait avec toutes tes photos, vidéos calées sur une musique qui aurait été prise sur Apple Music notamment. Tout sera synchronisé, nickel. Vous pouvez juste exporter ça sur vos réseaux sociaux et c'est fait. Bon, encore une fois, ça existait déjà, mais c'est intéressant, c'est intégré à l'iPhone maintenant. Donc, et j'avais l'impression que ça existait déjà sur les iPhones, parce qu'il me semble que l'année dernière, ça m'a généré une petite vidéo là, par rapport à quelque chose, et j'ai pu aller changer justement. J'aimais pas l'ordre où les photos s'affichaient. Et je ne sais pas si c'est juste par rapport aux vidéos, la nouveauté, ou le fait qu'avant, ça pouvait prendre des vidéos avec des photos, puis faire une petite musique. Je crois que tu as raison que ça existait déjà, mais après, tu étais limité à un certain nombre de musiques par défaut, tu ne pouvais pas forcément toutes les changer. Là, tu vas pouvoir aller chercher dans Apple Music et choisir la musique que tu veux pour dynamiser ton montage automatique. D'accord, et quand tu vas les publier, tu vas avoir un petit message qui dit que ça, je sais pas. Copyright. Je crois que c'est juste pour du partage perso. Ouais. À mon avis, c'est ça. Voilà, on passe quand même beaucoup de temps sur iOS juste pour vous montrer à quel point c'était complet cette conférence parce qu'il y a énormément d'autres choses. D'ailleurs, je me dis qu'on va même pas arriver à faire un épisode entier sur toutes les annonces tellement ça va être long. Est-ce qu'on a encore raté des trucs sur iOS, Abdel? Rapidement, il y avait l'application santé aussi, que l'API est maintenant ouvert pour des intégrations avec des systèmes, des applications, des devices third party. Tierce. Ouais, tierce partie, merci. En bon français. Exact. Puis aussi l'analyse de ça marche, quand on prend des marches. Aujourd'hui, ça peut analyser la vitesse, les pas, la longueur, et puis te donner un score et justement utiliser ce score-là pour te motiver ou te lancer des notifications quand c'est nécessaire. Et aussi le fait que tu peux partager maintenant ton petit dossier médical avec d'autres personnes, être capable justement de monitorer la santé ou l'évolution, le progrès des activités des autres personnes, par exemple les grands-parents ou les parents, puis vérifier s'ils font assez d'activités et tout, ou s'il y a un petit indicateur, être prévenu. En gros, c'était ça, puis ils mettent toujours le point sur c'est sécuritaire et on va préserver vos données, il n'y aura pas de risque que vos données fuitent ou se retrouvent dans la nature. Après, la partie intéressante, c'est tout ce qui est sur la partie vie privée. Ils ont vraiment mis l'emphase là-dessus. D'ailleurs, je faisais une... je vois que tu as pris beaucoup de notes d'ailleurs à ce sujet, donc je vais te laisser parler, expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, ils ont mis l'emphase sur le fait que la vie privée est quand même très importante et qu'avec les derniers changements qu'ils ont fait pour traquer les applications qui nous suivent et tout, pas traquer, mais un peu exposer les applications qui nous traquent, ce qui a en fait déclenché une petite guerre, une mini-guerre avec Facebook qui voit justement que ces revenus publicitaires peuvent être à risque en fait avec cette nouvelle direction d'Apple. Donc ils en ont juste rajouté, je trouve, ils ont juste mis de l'huile sur le feu pour dire ils vont pas lâcher prise et puis que ça va continuer dans ce sens-là. Donc on a vu le SVP Engineering de Apple qui se téléporte d'un endroit à un autre pour mentionner que il n'y a personne qui me traque, je peux faire ce que je veux, puis il n'y a aucune application qui me suit. Donc
encore une fois, la vie privée, je pense que ça, c'est un truc, eux, ils tiennent vraiment à ça. Ils ont lancé une nouvelle application, là, ils ont appelé ça le App Privacy Report. Je ne sais pas c'était quoi en français, d'ailleurs, on n'a pas vu si ça avait un nom différent. Donc, en gros, ça permet de résumer les applications qui nous traquent, combien de fois, les données qui ont été traquées, quand est-ce que la permission a été donnée et quand est-ce que ça a été utilisé. Donc, ça concerne tout ce qui est localisation, photo, caméra, micro, contact et plein d'autres activités durant les 7 derniers jours. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dernièrement avec le Screen Time. Okay. Donc, c'est quoi le nom exact je m'excuse parce que j'utilise mon iPhone c'est le temps d'écran. Le temps d'écran. Donc, c'est exactement la même chose. Ils mettent l'emphase sur on vous montre exactement qui vous traque. C'est une façon de dire bon. Ils misent vraiment sur la transparence. Ouais. Ensuite, encore une fois, pour la vie privée, il y a eu une nouvelle option, en fait, maintenant pour les mails qui permet de cacher son adresse IP quand on a des activités en ligne pour déterminer, par exemple, la localisation. Donc, ils ont mis ça sur iOS, sur Safari, puis sur macOS aussi. Encore une fois, Safari sur macOS. Et pour, en fait, les requêtes qu'on envoie à Siri, ça, c'était quand même impressionnant. Ils disent qu'il y a une politique que le son ne quitte pas l'appareil. Donc, quand tu fais une requête à Siri, la requête est traitée localement. Donc, on peut imaginer que ça demande quand même du hardware assez important. Et ils disent que, justement, ils utilisent la puce M1 et la partie Neural Engine de cette puce-là pour répondre plus rapidement. Et bien évidemment, vu que c'est local, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est quand même cool. Après, ça risque d'être limité quand même. Ouais, exact. J'ai un doute parce que la puce peut pas stocker toute la connaissance qui existe sur les serveurs, par exemple quand tu fais une requête à Alexa ou à Google Home. Ouais, ça risque d'être assez simplifié, on va dire, la recherche Siri hors ligne. Mais bon, on verra bien, il faudra tester tout ça. Et surtout, ils ont annoncé que Siri va être ouvert maintenant à des applications tierces. Donc, si demain, un fabricant d'enceintes veut inclure Siri, l'API est ouvert, de la même façon que... Donc là, on voit bien qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un gros gap qui existe entre ce qu'eux, ils font avec Siri, puis Alexa, Google Home. Puis ils veulent justement commencer à réduire ce gap-là parce que le fait d'avoir fermé l'écosystème, je pense que ça n'a pas aidé. Et puis du coup, cet assistant aujourd'hui est inutile, il n'y a personne qui l'utilise. À moins pour faire des blagues ou faire des... Mais Ou lancer un minuteur, typiquement. Ouais, exact. Ça marche bien, je te confirme. Exact. Encore quelques annonces pour la vie privée. Là, maintenant, il y a une nouvelle façon qui permet justement de récupérer son compte si le compte est bloqué ou si on a perdu son mot de passe. Donc, on peut désigner des personnes de confiance. Et puis, quand tu te plantes, là, tu peux soit appeler la personne pour justement elle qui aurait déjà reçu le code de récupération pour te le partager. Un truc quand même assez drôle, c'était quand même bizarre là, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, ils vont vraiment vers cette direction. C'est la transmission de données entre les membres de famille, enfin que tu aurais désigné si tu décèdes. Donc tes données, souvent ce qui se passe, c'est que si ton mot de passe personne ne le connaissait, ton compte reste en suspens jusqu'à ce qu'il soit fermé. Là aujourd'hui, tu peux désigner des personnes qui peuvent aller chercher des données. Donc c'est un peu ce qu'ils appellent le Digital Legacy Program. Donc c'est toujours des termes très marketing pour des trucs assez... Un héritage numérique. Assez glauque quand même. Ouais. Après, je trouve ça plutôt bien que ça soit en place parce que bon, c'est vrai que si jamais tu viens à décéder, quelqu'un peut récupérer les mots de passe, accéder à tes comptes, récupérer ce qu'il y a à récupérer ou ce genre de choses. Et puis voilà. Mais bon, après, c'est dans ce genre de conférences qu'ils peuvent en parler, c'est tout. Après, ça va pas aller plus loin et personne d'autre en reparlera, je pense. Bon, moi, ça m'intéresse qu'on mette mon nom si vous avez des bitcoins ou des trucs comme ça. En gros, c'était ça pour iOS 15. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Qu'est-ce que tu penses qu'il manque, que t'aurais bien aimé voir? Pour être honnête avec toi, j'avais tellement peu d'attentes et je me suis pas trop concentré sur ça. Moi, j'aime bien regarder ce genre de conférence, mais le problème, c'est qu'à la fin de la conférence, j'aurais envie de tout de suite télécharger la mise à jour. Je sais quand potentiellement tu pourrais télécharger la bêta, etc., mais c'est un peu risqué. Enfin, ça peut être risqué. Et puis, c'est pas conseillé déjà. Donc voilà, je suis toujours impatient de tester ces nouvelles mises à jour, mais
il n'y a pas un truc waouh qui me fait rêver, j'ai envie d'utiliser tout de suite. C'est des trucs très cool qui vont arriver. Mais voilà, c'est un ensemble de petites choses. Il n'y a rien d'extraordinaire qui me manquait spécifiquement, tu vois. Ouais, moi, c'est Spotlight, la recherche un peu enrichie, augmentée, là, où est-ce qu'on peut facilement... Mais c'est un petit bonus, c'est pas non plus... voilà. Ça révolutionne pas, ça va pas révolutionner ma vie, tu vois. Il y avait un autre truc quand même intéressant qui là est vraiment dans le cloud, pour le coup, c'est iCloud et iCloud Plus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que je sais que toi, tu es abonné en plus à iCloud. Hein? Ouais, je suis abonné à iCloud. C'est ça? J'ai le forfait de Tera. Ah oui, t'as mis le paquet là. Okay. Bah, j'utilise en fait pour sauvegarder mes photos et tout, comme ça je me prends pas la tête avec... Maintenant que Google Photos n'est plus gratuit. Exactement. Exactement. Donc en fait, iCloud Plus, en gros, c'est iCloud, comme vous le connaissez, avec toutes les fonctionnalités habituelles. Puis ils ont rajouté 3 fonctionnalités. Et pour ceux qui se demandent, le prix ne change pas. Donc, c'est compris dans ce que vous payez comme forfait. Ce qui n'a pas été très clair parce que, tu sais, ils donnent 5 gigaoctets de données par défaut, sans que tu aies besoin d'aller prendre un forfait supplémentaire. Je me demande si ces options-là existent quand même. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Donc, en fait, le premier truc qui appelle ça le Private Relay, c'est en fait une façon de chiffrer les données que tu vas échanger, par exemple, quand tu utilises Safari, quand tu fais une navigation ou t'as peur que ce soit pas sécurisé, justement pour éviter et te protéger contre les attaques du genre man in the middle, quelqu'un qui est au milieu qui peut intercepter et déchiffrer les données. Donc eux, ils disent que les requêtes vont utiliser des relais Internet différents. Donc ça, c'était la première chose. Mais est-ce que ça s'appelle pas un VPN, ce truc? La définition, ça ressemble quand même à un VPN, non? Ouais, un VPN, ouais. Après, le VPN, ça dépend où tu le prends, c'est quoi le service que tu prends, mais ouais, c'est juste que là, c'est de façon... t'as pas besoin de rien faire, en fait. C'est fait automatiquement, c'est les serveurs qui transmettent. Tandis que le VPN, là, tu vas rerouter, en fait, ton trafic vers d'autres serveurs que tu sais pas si ces serveurs-là vont être assez rapides ou aussi rapides que si ça s'est passé par exemple, le réseau en fait habituel. Ok. Donc, mais tu vois, pour ce iCloud Plus, quand ils en ont parlé, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fait un VPN. Un VPN que Apple pourrait offrir, que les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui payent déjà pour avoir un VPN. Après, je me suis dit... Tu pourras avoir une appli Apple VPN et puis c'est réglé. Ouais, mais peut-être pour des prochaines releases. Mais je me suis dit, il y a quand même beaucoup de problèmes quand tu fournis un VPN. Il faudrait que tu te battes un peu contre les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de contenu. Apple devient un fournisseur de contenu depuis TV+. Donc, pourquoi je donnerais un VPN pour que des gens de l'étranger puissent... Donc, je pense que c'est comme te donner une arme pour jouer contre eux. Après, tu sais, tout le monde fait ça aujourd'hui. Un VPN, c'est devenu tellement démocratisé. Tout le monde utilise ça pour du Netflix ou peu importe. Donc, je les vois bien, peut-être dans les prochaines releases, annoncer quelque chose, renommer justement le Private Relay, puis le packager dans quelque chose qui s'appelle Apple VPN. Ça sent quand même très bien. Hein? Apple VPN. T'as vu un peu? Ouais. La deuxième fonctionnalité, c'était, ils appellent ça cacher ton email, en fait, quand tu... c'est le fait de permettre d'utiliser des adresses factices qui sont générées de façon automatique. En fait, c'est déjà le cas pour Apple Pay. Quand on paye, c'est pas ta carte de crédit qui se retrouve chez le vendeur, c'est une carte qui est générée de façon automatique. Donc là, ils font ça avec les mails, où est-ce que il va y avoir une adresse un peu factice qui va être générée. Comme ça, si de l'autre côté, on essaye d'utiliser cette adresse pour te spammer ou te cibler en publicité, ce serait une adresse qui sera pas valide. Donc ça, c'est un plus, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui va vraiment utiliser ça. Le dernier truc, et ça c'est vraiment important, et j'étais vraiment surpris, et j'ai cherché de l'information pour confirmer, j'ai pas trouvé encore d'informations dessus pour confirmer les détails de ce point-là. Il appelle ça le HomeKit Secure Video. Donc en fait, c'est dans l'application HomeKit, qui est supposée être le hub domotique de Apple. Tu as la possibilité, bien évidemment, d'intégrer d'autres caméras de surveillance, que ce soit Apple, ils n'ont pas de caméra, mais des caméras parties tierces que tu peux ajouter à ton système de domotique. Une chose qu'on voit depuis les dernières années, c'est que toutes les compagnies qui fournissent des caméras avec du cloud
elles ont toutes changé pour le modèle payant. Est-ce que avant elles t'offraient une semaine ou une journée, 2 jours, 3 jours d'enregistrement gratuit? Toutes ces compagnies sont passées à des forfaits moins chers, mais qui couvrent les 2, 3, 7 jours. Alors là, ce qu'il dit, c'est que iCloud Plus, si tu as des caméras, tu peux enregistrer un nombre illimité de caméras. Donc j'ai re-regardé l'annonce parce qu'il passe de 1, 2, 3, 4, 5 et le 5 se fait écraser par illimité, tu vois. C'est écrit illimité. Et il annonce que ça ira pas piger dans ton stockage iCloud. Donc c'est pris sur leur stockage propre à eux et pas sur, par exemple, moi sur mon forfait de terabytes, si j'ai des caméras qui prennent, je sais pas moi, 500 gigas de données, ça va aller sur justement leur serveur à eux et pas sur mes 2 terabytes. Donc il reste à confirmer, est-ce que c'est vraiment ça ou on a mal interprété l'annonce. Et l'autre question que je me pose, c'est quoi les caméras que tu peux intégrer avec HomeKit? Moi, je n'utilise pas HomeKit personnellement. Ça se trouve, il n'y a pas de caméra aujourd'hui que tu peux intégrer. Enfin, si, il y en a, mais j'imagine... Ouais, donc je serais curieux de voir ces caméras-là. Est-ce que ça ne va pas t'obliger à passer par un cloud du fabricant lui-même avant de passer par HomeKit? On verra. Mais c'est très intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça très brillant, très intelligent. Et pour le même prix, moi, je suis très content. Cette option-là pourrait te donner envie de passer sur HomeKit pour simplifier, on va dire, ton utilisation? Non, je crois pas, parce que j'ai mon stockage local qui me coûte rien du tout, c'est moi qui host mon... Oui, mais quoi qu'il arrive, si tu payes iCloud Plus déjà d'avance, au final, ça change rien. Ouais, mais il faut que je change de plateforme et ça m'intéresse pas de dépendre de Apple. Si demain il y a une nouvelle intégration, je préfère faire mes intégrations moi-même. Donc, maintenant, j'étais juste curieux parce que HomeKit, je cherche aussi pour d'autres personnes qui me demandent des conseils. Donc, HomeKit, ça reste comme une solution assez simple et facile. Si tu as un Apple TV, un HomePod ou même un Mac, tu peux lancer ton hub et puis c'est gratuit. Après, tu as de plus en plus d'appareils par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, pour les gens qui achètent les trucs de base, les Philips Hue, puis des enceintes de noms très connus, ça s'intègre très bien, mais pas dès que tu commences à chercher dans des noms un peu moins connus ou moins chers, tu t'en trouves moins en fait. Écoute, pour iOS, on a fait un épisode entier sur iOS finalement. Il y a juste 2-3 trucs que je voulais évoquer avec toi qui est directement sur macOS 12. macOS 12 Monterey, c'est ça, Abdel? Ouais. Donc c'est quoi? C'est une montagne? C'est un endroit en Californie, ouais. Ok. Donc on continue dans la tournée des villes ou des lieux sympas de Californie pour l'OS d'Apple. Il y a 2-3 trucs qui étaient vraiment cool, c'est notamment le Universal Control, où tu peux, si tu as un Mac, un iPad côte à côte, tu utilises ton trackpad et ton clavier de ton Mac et tu vas aller directement sur ton iPad, comme ça, de façon totalement transparente, magique. En gros, tu vas pouvoir utiliser la souris sur iPad et le clavier directement qui était sur ton Mac, tu vas l'utiliser sur ton iPad aussi. C'est l'explication la plus nulle que j'ai faite, mais ça me plaît quand même, tu vois. Alors, tu vois mon enthousiasme, mais je sais pas l'expliquer. Alors moi, depuis hier, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne ce truc, parce que c'est vraiment cool. Et si tu regardes... En fait, je vais juste te dire un truc. Ça existe déjà sur Logitech. Là, tu vois, j'ai un clavier, une souris Logitech. Et en fait, sur les produits MX Master et tout ça, là, tu as la possibilité de connecter 3 appareils en même temps. Ouais. Mais avec Logi Option, le logiciel qui est intégré, tu peux passer d'un appareil à l'autre comme ça de façon, on va dire, transparente. Ça existe déjà, mais avec ce logiciel. Là, avec Mac, tu n'as rien besoin d'installer en plus. C'est directement inclus dedans, si tu veux. Alors, écoute, depuis qu'il a annoncé ça, on va juste quand même détailler comment ça marche. Dans la démo, il avait quand même un iMac côté gauche, il y avait le MacBook Pro au milieu et il y avait l'iPad côté droit. Donc, il commence par faire son petit test parce que la souris, il la glisse du MacBook Pro à droite vers le iPad un tout petit peu. On voit une espèce de petite bannière là qui montre que il y a quelque chose qui vient toquer à la porte. Et dès que tu forces un peu la souris, elle se rend dans l'iPad et puis là, tu peux utiliser la souris dans l'iPad comme tu veux. Ouais. Donc, j'essaie de penser à la technologie parce qu'en fait, il faut qu'ils sachent qu'il y a un appareil à droite et qu'il y en a un à gauche. Il faut qu'ils sachent que c'est un iPad pour qu'ils puissent s'ajuster en termes d'utilisation. Et à gauche, il y avait un iMac. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a pris, je pense que c'était une image, un PNG qui a été fait sur une application, là, si je ne me trompe pas. Sur Procreate, ouais. Du iPad, il l'a passé à travers le MacBook Pro. Donc il est rentré dans le MacBook Pro. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je fais juste le traverser. Et il va vers le iMac.
Et dans l'iMac, il y avait, je pense, l'application Keynote, puis il a droppé dans une case où l'image a été ajoutée à une présentation. Alors, depuis hier... Ça, c'est puissant. Ouais, depuis hier, je suis en train de me dire, il faut quand même qu'il sache que l'appareil est à droite et à gauche, donc il l'a repéré. C'est un mélange de souris, iCloud, Bluetooth, avec de la géo, avec un... Je sais pas. J'attends de voir des tests et voir comment ça marche. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et puis, moi, j'ai un peu peur pour les applications comme Duet, là, qui sont quand même très populaires sur le App Store. Avec le Universal Control et avec Sidecar, c'est fini. Genre, ces applications-là vont fermer la boutique. Enfin, il reste la partie Windows parce que tu peux utiliser ton iPad avec un Windows. Mais aujourd'hui, avec Sidecar et Universal Control, tu peux utiliser un de tes Mac comme un des écrans. On n'a pas parlé d'une autre option qui est le AirPlay to Mac. Donc, tu peux prendre n'importe quel appareil, genre appareil iPhone ou peu importe, iPad, et tu peux faire un partage, tu peux faire jouer du son, une présentation, un film sur un écran, combiné à cette fonctionnalité. Franchement, c'est top. Donc, moi, j'ai hâte. Ça, c'était le truc qui a été annoncé. Le reste... C'est dans ces moments-là où j'ai très hâte de pouvoir installer cette mise à jour. Et je me suis dit... Bon, comparé à iOS où je t'ai dit il n'y a pas grand chose qui me fait waouh et tout, là ça c'est vraiment cool. Parce que après on est équipé, moi j'ai un MacBook Pro, un iPad et puis un iPhone, mais juste d'avoir cette possibilité là, je trouve ça trop stylé. Donc là, tu vois, tu as besoin d'une souris, un seul trackpad que tu vas pouvoir utiliser sur tous tes appareils. Tu vas pouvoir passer de un à l'autre. Moi, j'ai hâte de pouvoir tester ça lorsque l'écran s'éteint, comment ça marche. Est-ce que ça va passer à travers ou pas? Enfin, tous ces petits trucs. Et en plus de ça, tu peux transférer des fichiers. Donc, en fait, j'ai dit Bluetooth, Cloud et tout ça, mais rajoute à ça AirDrop, en fait, la technologie qui est derrière AirDrop, qui est quand même Wi-Fi et Bluetooth. Donc, tu peux échanger des fichiers juste en faisant un drag and drop d'un écran à un autre. C'est vraiment cool. Un autre truc aussi très cool, bon, j'ai pensé à toi quand ils l'ont dit, il y a Shortcuts qui arrive sur macOS. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu te contentes de l'utiliser sur iPad, toi, et ton iPhone? Bah, quand ça va arriver sur Mac, ça va vraiment être cool. Aujourd'hui, l'utilisation que j'en fais, c'est vraiment iPhone en mobilité. J'ai pas encore pensé comment j'utiliserais en macOS parce que l'ordi, quand il est fermé, là, les shortcuts vont pas s'exécuter, mais peut-être que ça va être plus simple de créer les shortcuts sur Mac et les transférer que ce soit sur iPad ou sur iPhone. Donc, mais tu sais, avant Shortcut, parce que Shortcut, j'ai pas le nom de l'application d'origine là qui a été rachetée par Apple, ça avait un autre nom avant. Il y avait un tool qui existe encore, Automator, que Apple a créé. Donc en fait, tu vas utiliser les mêmes workflows que tu as créés avant et tu vas pouvoir les ajouter dans Shortcuts de façon native. Tu n'as pas besoin de rien faire. Donc tu peux les importer directement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je te dirais que Shortcut est vraiment puissant sur iPhone et c'est tout. Pour moi, en tout cas pour mon usage. Mac, je vois pas... Ouais, j'ai hâte quand même de voir des petites vidéos YouTube popper comme ça avec les meilleurs shortcuts sur macOS. Il y aura des trucs intéressants, je pense, à voir là-dedans. Bah, ils ont dit qu'ils ont construit déjà une librairie qui va avec macOS et les usages de macOS. Donc, tu vas avoir quelques-unes déjà, quelques shortcuts qui sont déjà créés que tu vas pouvoir utiliser avant que tu commences à créer les tiens. Enfin, dernier truc qui était assez intéressant, c'est sur Safari. J'aime bien utiliser Safari sur Mac et là ils ont redesigné totalement l'interface et c'est vraiment joli, je trouve. Ils ont simplifié, ils ont rendu Safari minimaliste et je trouvais ça assez cool. Il y a une barre de menu en haut qui est rapetissie, ils ont enlevé des boutons au niveau des tables et tout, c'est plus joli et tu peux avoir des groupes de tabs. Et ça, c'était très intéressant. Ça, c'est vraiment cool. Et je me suis dit, quand est-ce que Chrome va en faire ça? Parce que moi, Safari, j'aimerais bien faire le switch. Mais le problème avec Safari, c'est pas un navigateur multi-plateforme. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec les logiciels qui ne sont pas multi-plateformes. Pour le travail, j'utilise un Windows. Donc, j'ai mon environnement Chrome qui est... Et je me suis dit, maintenant que c'est sorti, c'est sûr que ça va arriver très bientôt. Il existait déjà des extensions ou des applications qui permettaient de faire ça dans
dans Chrome comme Workona par exemple qui existe, mais ça a planté 2-3 fois et j'ai perdu des douzaines d'onglets qui étaient très importants, et puis depuis ce temps-là je fais plus confiance à ce genre de truc. Et moi je fais partie des personnes qui ont 3 fenêtres Chrome ouvertes avec 72 tabs ouverts qui correspondent à une tâche à finir. Donc, t'es un peu fou, toi. Donc ça serait vraiment cool si j'ai quelque chose qui permettrait de dire, bon, ben, je vais grouper 3-4 groupes différents et mettre mes tables là, et ça va me permettre de dire, ok, là, je focus sur celui-là, je l'ouvre et je peux le traiter. Parce qu'en fait, ça va t'éviter de consommer toute la RAM, parce que Chrome est un mangeur de RAM sur ta machine. Donc, dès que tu laisses un tab ouvert, bah, il est considéré comme, ok, il faut que je le processe, il faut que je le traite. Donc, non, c'est cool, c'est vraiment cool, et c'est vraiment joli Safari. C'est le genre de truc que tu dis, ah, c'est joli, mais je vais jamais aller, je vais pas l'utiliser parce que je pars de très loin avec Chrome. Ça va me prendre énormément de temps pour rapatrier mes trucs, mes bookmarks et tout ce que j'utilise aujourd'hui. Ça va être difficile. Mais si tu veux économiser de la batterie, prends Safari et pas Chrome, hein, parce que je peux te dire que la différence, elle est assez nette. Tu gagnes énormément en autonomie quand tu utilises Safari et que tu te débarrasses de Chrome. J'ai fait l'expérience. iPhone et macOS sur Mac principalement. Ah ouais. Sur Mac. J'en doute pas. Et, mais d'ailleurs, Safari, là, on en a parlé dans macOS, mais il y aura également la mise à jour sur iOS. Et d'ailleurs, la barre de recherche, elle sera en bas. Et donc, ce sera beaucoup plus simple de taper sur la barre de recherche, de changer le site sur lequel tu vas aller, ou de changer de tab. Tu as juste à faire un swipe de droite à gauche sur cette barre-là. Et donc, c'est un peu plus optimisé. Et il y a les extensions qui arrivent aussi. Oui, bah, il y a déjà des extensions sur Safari, mais je pense qu'ils vont développer encore plus ce truc-là. J'en utilise 2 ou 3 qui peuvent être intéressantes. Dashlane notamment pour les mots de passe. Notion, il y a un Notion Clipper qui existe aussi. Donc, après, je ne suis pas un gros consommateur d'extensions, que ce soit sur Chrome ou Safari, mais bon, pourquoi pas. Ouais, moi je le suis. J'ai énormément de petites extensions que j'utilise sur Chrome. Il y avait quand même iPadOS, on va glisser un petit mot là-dessus. C'était quand même important, malgré qu'on a quand même dépassé le temps du podcast. iPadOS 15. Alors, pour les gens qui ont un iPad Pro, ou même les nouveaux iPads avec tous les nouveaux workflows et tout ça, je pense qu'ils étaient déçus comme nous. Il n'y a aucune gestion de fichiers meilleure que ce qui existe aujourd'hui avec Files. Donc ça, pour les gens qui veulent un peu rigoler, il y a un YouTuber torontois là, qui a publié un short sur YouTube, Patrick Tomasso, où est-ce que tu le vois finir la keynote, puis il prend son iPad Pro, puis il le jette à la poubelle, genre ça dure 10 secondes. C'est très drôle. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une meilleure gestion en fait du multitasking. Ils ont fait un effort où est-ce que maintenant tu peux, avec le nouveau Split View, tu peux en fait enlever, rajouter des applications facilement. Tu peux glisser une sur l'autre, puis que ça crée ton Split View. Tu peux avoir une qui est superposée au milieu, par exemple. Tu es en train de traiter quelque chose, puis après tu vas envoyer un mail, tu peux le mettre au milieu. Mais ça reste quand même pas ce qu'on aimerait avoir de ces machines quand même qui sont incroyables, qui sont puissantes, qui sont quand même super cool, mais qui reste quand même bloqué dans cette plateforme. Moi, je pense qu'ils ne donnent pas assez d'amour à cet appareil-là. Enfin. C'est ça. Je trouve que le développement d'iPadOS est assez lent par rapport aux autres mises à jour qu'ils ont proposées, et c'est assez dommage. Comme tu disais, les trucs cool, c'est un peu le split view, là, mais à part ça, honnêtement... les widgets et compagnie, c'est bien, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai hâte d'être à la prochaine WWDC pour voir s'ils vont vraiment s'y mettre sur iPad, parce que là, clairement, c'est un peu une déception. On voit beaucoup l'utilisation de LumaFusion, notamment pour le montage vidéo aussi. Mais ils ne parlent jamais de ces usages-là, en fait. Ils ne s'adressent pas à ces gens-là. Et il n'y a pas d'amélioration particulière là-dessus, quoi. Donc, moi, je suis un peu déçu. Ouais. Un peu déçu sur iPad. Ouais, c'est décevant. On laisse ces machines quand même assez puissantes bloquées et limitées par l'OS qu'elles utilisent au lieu de... Je sais pas c'est quoi la direction qu'ils veulent donner à ces appareils-là. Ça se vend quand même super bien. Les gens sont très... Il y a beaucoup de créatifs qui utilisent ces appareils-là pour vraiment du travail professionnel.
et pas que du personnel. C'est vraiment dommage tu sais, rajouter des raccourcis sur le clavier. Ouais, je comprends que les gens qui utilisent un clavier, c'est important d'avoir des raccourcis, mais si t'as pas un système de gestion de fichiers qui fait du sens et qui donne un indicateur quand tu copies ton fichier, combien de temps il reste et c'est quoi la vitesse de transfert, franchement, c'est vraiment le moment. En tout cas, très déçu de cette conférence. Je trouve que, contrairement à celle de l'année dernière, j'appelle ça un refresh. C'était pas vraiment une refonte ou quelque chose de extraordinaire. À part le Universal Control qui, quand même, waouh. Le reste, ça quand même reste très minime. Juste pour être complet, il y avait aussi WatchOS 8, où est-ce que, waouh, maintenant tu peux mettre des photos background de ton iPhone, où est-ce que ça shrink automatiquement la photo et elle la met sur ta montre. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais je sais même pas pourquoi ils ont mentionné ça. Mais bon, il y a une nouvelle version WatchOS 8. Ouais, ils étaient pas obligés d'en parler, mais bon. Ils l'ont fait quand même. Ouais, bah écoute, après, moi, je suis pas déçu spécifiquement. C'est juste que c'est un ensemble de petites améliorations, petites nouveautés, des trucs qui existent depuis longtemps sur d'autres plateformes qui sont enfin sur l'environnement Apple. Après, voilà, comme j'ai dit, j'ai hâte de pouvoir installer ces mises à jour sur mes différents appareils, de pouvoir jouer avec. Et voilà. Mais après, moi, ce que j'ai surtout hâte, c'est de découvrir les prochains produits qui vont arriver, parce que je suis dans une année particulière où ça fait déjà plusieurs années justement que j'ai mes produits actuels et que je pense à potentiellement les renouveler parce qu'ils sont un peu vieillissants ou que voilà, ils sont un peu fatigués. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça et de pouvoir installer ces fameuses mises à jour. Je suis dans la même situation que toi. C'est l'année où je vais changer mon Mac. Mais... c'est surtout pour les Mac, exact. Parce que les nouvelles puces, c'est quand même assez révolutionnaire. Là. Mes AirPods ont rendu l'âme en début d'année et donc j'attends qu'ils sortent une nouvelle version, sinon je vais craquer et aller chercher autre chose ailleurs. Mais j'aime beaucoup quand même l'écosystème. En fait, c'est ça la puissance d'Apple, c'est le fait de donner un écosystème, malgré que les fonctionnalités ne sont pas complètes, ne sont pas parfaites. Il y a un écosystème qui te permet de passer d'un appareil à un autre. Et l'exemple parfait, c'est le Universal Control, où est-ce que tu commences quelque chose sur ton Mac et la finir sur ton iPad. Je suis pas forcément un fanboy Apple, loin de là. C'est pas ma plateforme de prédiction d'ailleurs, mais je trouve que quand même quand tu veux pas te prendre la tête, ça reste quand même le meilleur moyen et le meilleur écosystème. Après, j'étais sur Android pendant plus d'une dizaine d'années, j'aurais jamais pensé que je passerais sur la plateforme iOS. C'est le cas aujourd'hui, ça veut pas dire que demain je changerai pas pour autre chose, mais en termes de Mac, ça c'est vrai que je passerai pas sur une machine Windows pour le travail personnel. Donc j'ai bien hâte de voir est-ce qu'il y a des nouveaux Mac qui vont être annoncés, des MacBook Pro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 13 pouces, comme avant. Là, on dit qu'il y aura une version 14 pouces dans le même format que le 13 pouces. Donc, bienvenue. Et je suis dû quand même pour changer mon Mac. Voilà. J'ai pas craqué pour les M1 qui sont sortis parce que je veux quand même un MacBook Pro. Je veux pas J'ai failli craquer pour le Mini. On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Mais j'ai pas envie d'avoir plusieurs appareils. Je veux avoir un que je puisse l'emmener avec moi où je vais et pas un Mac Mini qui va rester sur le bureau puis que je vais utiliser seulement quelques fois. Ouais, du moment que tu peux t'en passer, tu peux attendre les prochains qui devraient arriver d'ici la fin d'année de toute façon, et puis voilà, mais tu seras content d'attendre pour recevoir ton nouveau joujou. Il n'y a aucun problème, moi j'attends, il n'y a pas de souci, je suis assez occupé avec d'autres choses. Écoute, j'ai des produits de l'année dernière, là genre octobre, novembre, qui sont encore emballés, que j'ai pas ouverts, donc j'ai pas le temps encore de jouer avec tout ça, mais... Ta vie est un peu chargée, non ? Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. Donc, tu vois, on sort un peu du sujet, mais j'ai acheté un drone l'année dernière. Il a volé pendant 3 minutes dans le salon, c'est tout. Donc là, j'ai bien hâte cet été de le faire voler, puis m'amuser un peu avec. Ouais. Après, en même temps, tu vas pas forcément le faire voler beaucoup en hiver déjà, surtout à Montréal. Et puis, on n'avait pas forcément le droit de beaucoup sortir non plus. C'est vrai, donc, c'est compréhensible. C'est vrai que maintenant, il va falloir s'y mettre. C'est vrai. Avec le beau temps, la chaleur, on n'a pas le choix que de sortir profiter.
Ouais. Bon, bah écoute, on a fait un long épisode aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les annonces d'Apple. J'espère que ça vous a plu, même si, je sais pas si vous êtes encore resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup parce que ça veut dire que vous tenez à nous, vous nous écoutez, vous nous supportez jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Merci beaucoup, merci à toi Abdel. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast. À partager sur les réseaux sociaux si vous aimez le podcast, alors cet épisode-là, mais les autres aussi, n'hésitez pas à les partager. Et puis voilà, d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche.